Bonsoir. En 1939, les coffres de la Banque de France regorgeaient d'or. 2500 tonnes. Pour être sincère, je ne me rends absolument pas compte de ce que cela représente en volume, voire en valeur. Mais je sais que c'était toute la fortune sur laquelle était gagée la richesse française. L'approche de la guerre et la percée allemande en mai-juin 1940 risquaient de faire perdre tout ce patrimoine. Il fallut donc organiser un immense déménagement. Des dizaines de camions, des vaisseaux de transport, des vaisseaux de guerre allaient être nécessaires pour cela. Le film entre dans le détail de cette gigantesque opération. Nous suivons les caisses d'or dans leur parcours de Paris vers les ports, puis au-delà, vers l'Amérique, l'Afrique et les Antilles. C'est là qu'un malheureux administrateur chargé de suivre la livraison va rester coincé 5 ans pour surveiller le trésor conservé dans un fort. Il n'aura pas de nouvelles de sa famille pendant longtemps et guettera la libération plutôt comme un détenu que comme un banquier. Le film réalisé par Olivier Engrave est riche de nombreuses histoires qui illustrent la volonté des dirigeants français de ne pas tout céder à l'occupant allemand et de préserver des ressources pour un jour reconstruire le pays. « 15 juin 1940. Les armées du Troisième Reich sont entrées dans Paris depuis 24 heures. Des officiers allemands se présentent rue de la Brillière, dans le 1er arrondissement de Paris, au siège de la Banque de France. Sous l'édifice, à 30 mètres sous terre, se trouve l'un des plus grands coffres-forts du monde. On l'appelle la souterraine. Les officiers de la Wehrmacht viennent s'emparer des centaines de tonnes d'or entreposées dans ce coffre. L'or français, bien sûr, mais également l'or confié à la Banque de France par la Belgique et la Pologne. Les nazis sont bien obligés de se rendre à l'évidence. L'immense salle de 11 000 mètres carrés est entièrement vide. L'or s'est envolé. Où sont passées les 2500 tonnes d'or que la Banque de France gardait en septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre? Qu'est-il arrivé au deuxième stock d'or du monde, après celui des États-Unis d'Amérique? Comment cette énorme quantité de pièces et de lingots a-t-elle disparu? C'est cette aventure unique que nous allons vous raconter, pendant laquelle des hommes ordinaires ont vécu une épopée extraordinaire. L'or de la France est gardé par la Banque de France. En 1940, c'est encore une institution privée, créée en 1800 par Napoléon Bonaparte. Et ce statut particulier où ni l'État ni les actionnaires ne détiennent la totalité des pouvoirs jouera son rôle dans notre histoire. Pour garder et protéger l'or de la France, les dirigeants de la banque ont décidé dans les années 1920 de faire construire en plein cœur de Paris, à 30 mètres sous terre, le plus grand coffre-fort du monde. C'est une entreprise titanesque dont à l'époque le monde entier observe la réalisation. Les travaux ont duré plus de 3 ans, de 1924 à 1927. Les chiffres sont impressionnants. 1200 ouvriers travaillent jour et nuit, 10 000 tonnes d'acier,
20 000 tonnes de ciment, 50 000 tonnes de sable, 150 000 tonnes de remblai sont évacuées du centre de Paris pour bâtir une salle de 11 000 mètres carrés d'un seul tenant, soit plus d'1 hectare. Elle repose sur 658 piliers, chacun d'eux pouvant supporter une pression de 410 tonnes. Elle est fermée par une tourelle de béton et d'acier qui pèse 130 tonnes. Ce coffre-fort portera vite un nom qui lui est resté depuis, la souterraine. Effectivement, elle est assez pharaonique parce qu'on construit la plus grande salle du monde. Alors cela dit, après la Première Guerre mondiale, la France passe pour être la première puissance du monde. C'est peut-être une illusion, mais ça reste assez présent dans les esprits de l'époque. Cette salle n'a jamais été conçue pour résister en cas d'occupation de la ville de Paris par une armée ennemie. Si tout est occupé, la salle devient accessible. En fait, dès le départ, on a eu le réflexe habituel, c'est-à-dire si Paris est menacé, on évacue l'homme, même s'il est dans une salle souterraine hyper protégée. L'Europe observe avec inquiétude l'évolution de la situation en Allemagne. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. En 1932, on a pris la décision de commencer à déplacer l'or loin des frontières de l'Est, bien entendu. En 1934, on a pris la décision de fondre beaucoup de pièces pour obtenir des lingots, les lingots étant plus faciles à transporter. La plus grosse partie de l'or de la France est entreposée dans la souterraine. Le reste est disséminé dans les 200 succursales dont la banque dispose sur le territoire national. L'Hexagone est découpé en 3 zones. Une zone à risque proche des frontières, une zone intermédiaire et une zone proche des ports militaires. Devant la montée des périls, la Banque de France décide de commencer à déplacer l'or. Le transfert se fait en plusieurs étapes. Dans les premiers mois de 1932, 148 succursales sont vidées de leur contenu. 275 tonnes d'or se rapprochent des côtes dans le secret le plus absolu. En 1938, l'Europe est au bord de la guerre. Hitler veut s'emparer d'une partie de la Tchécoslovaquie. Les démocraties françaises et anglaises, alliées de la Tchécoslovaquie, s'y opposent. En septembre 1938, Hitler organise à Munich une conférence internationale. Avec son allié, le dictateur italien Mussolini, il reçoit les premiers ministres anglais et français, Chamberlain et Daladier. Les démocraties capitulent devant les dictatures et demandent à la Tchécoslovaquie de céder. Beaucoup pensent que la paix est sauvée. D'autres savent qu'Hitler n'en restera pas là et que la guerre est inéluctable. Là, on a commencé à se rendre compte que le risque était très fort. On a mis en place un programme d'envoi d'or aux États-Unis pour disposer de dollars pour acheter des armes le cas échéant. Donc, rien qu'en l'année 38, on a envoyé plus de 600 tonnes d'or aux États-Unis de façon tout à fait normale. Après l'annexion de la Tchécoslovaquie, Hitler menace la Pologne. Les accords de Munich n'ont servi à rien. Les bruits de bottes se faisant de plus en plus menaçants, l'or retrouve sa fonction de temps de guerre, acheter des armes. Dès 1936, avec le gouvernement de Front Populaire, les autorités françaises vont s'engager dans un grand processus de mobilisation économique et industrielle en prévision de la guerre. L'état-major de l'armée de terre et le général Gamelin demandent 9 milliards de francs pour réarmer l'armée de terre. Le gouvernement de Léon Blum leur a dit « je vous en donne 14 ». Donc toute l'industrie française, automobile, mécanique, aéronautique, est mise à contribution. Mais même ça, c'est encore insuffisant. Et donc les autorités françaises décident de se tourner vers la première puissance industrielle du monde de l'époque, déjà, les États-Unis. Le gouvernement français va passer commande de dizaines de milliers de camions, de carlingues d'avions et de moteurs pour accélérer le processus de réarmement militaire français. Printemps 1939. L'Europe est au bord de l'embrasement. Se sentant menacée, la Belgique et la Pologne confient leur or à la Banque de France. En mai 1939, on a considéré que véritablement la guerre allait se produire et donc on a rapatrié tout l'or
sauf celui de la souterraine d'ailleurs, vers les 51 succursales qui étaient proches de ports. Les ports, c'était Toulon, Brest et le Verdon. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Les démocraties ne peuvent plus reculer. Le 3 septembre, l'Angleterre et la France, alliées de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. L'armée est mobilisée. Commence alors une période qui va durer jusqu'en mai 1940, pendant laquelle rien ne se passe. Les ennemis se font face sans bouger. C'est la drôle de guerre. La Banque de France en profite pour accélérer l'évacuation de l'or. Au moment de la déclaration de guerre, il reste encore 620 tonnes d'or dans la souterraine. Le plan d'évacuation de la salle souterraine a été exécuté dès septembre 1939, dès que la guerre a été déclarée. Et en l'espace d'un mois, on a évacué tout l'or au siège de la banque. C'était une opération extrêmement complexe parce que ça a représenté 35 convois, plus de 300 camions. Enfin, ça a été toute une logistique très compliquée, mais ça s'est réalisé sans difficulté. On a quand même un très long entraînement de déplacement de l'or. Ensuite, on a commencé à faire ce qu'on avait décidé, c'est-à-dire continuer d'envoyer de l'or aux États-Unis pour le protéger. Le 3 septembre 1939, les États-Unis se déclarent neutres. Ils décrètent l'embargo sur toutes les livraisons d'armes aux belligérants. Cette situation touche surtout la France et l'Angleterre qui se fournissent massivement auprès des Américains. Pour contourner l'embargo, le président américain Franklin Roosevelt fait voter par le Congrès la loi du cash and carry. Il trouve donc cette solution qui consiste à dire vous payez cash, donc en or ou en dollars, mais c'est la même chose à l'époque, du matériel militaire et vous le rapatriez chez vous avec vos propres moyens et à vos propres risques et périls. Ce mécanisme favorise bien évidemment la France et l'Angleterre qui possèdent à la fois des réserves d'or et de devises, contrairement à l'Allemagne, et ensuite la maîtrise de l'océan Atlantique. Quand la Banque de France a envisagé d'évacuer l'or, on a demandé à la marine et l'état-major a donc demandé à l'amiral Jean Soule, qui était le patron de la force X, quels étaient les bateaux les mieux adaptés. L'état-major pensait que c'était les cuirassés et l'amiral Jean Soule a répondu non, non, il ne faut pas hésiter, ce sont les croiseurs rapides qui sont les mieux adaptés. Une cible pas facile pour la menace sous-marine. Entre septembre 1939 et avril 1940, la marine convoie 403 tonnes d'or hors du territoire français. La plus grande partie via Halifax au Canada, à destination de la réserve fédérale de New York aux États-Unis. Ces convois à travers l'Atlantique se font sous la menace permanente des sous-marins allemands, les redoutables U-boats. Par sécurité, on ne transporte que 100 tonnes à la fois. 11 navires, croiseurs et cuirassés, protégés par des contre-torpilleurs, sont mobilisés. Tout s'est bien passé, en définitive, jusqu'à la débâcle. Tout d'un coup, ce qui paraissait une opération normale est devenu une opération extrêmement difficile. Il faut se souvenir que le ministre des Finances, Lamoureux, avait expliqué au Conseil des ministres et au président du Conseil il faut évacuer l'or. Et qui s'était heurté à une opposition très forte en disant que ce serait un signal absolument effroyable pour les Français qui concluraient que c'était la débâcle, etc. Et donc, on lui a dit non. Et il l'a fait quand même. Lucien Lamoureux, 52 ans à l'époque. Ministre des Finances de Paul Reynaud. En désobéissant aux ordres, il sauvera l'or de la France. Ma résolution était prise. J'évacuerai l'or tout de suite et sous ma seule responsabilité. Conformément à ce que je pensais,
L'opération se poursuivit sans provoquer aucune réaction de la part de mes collègues du gouvernement. Il en fut ainsi jusqu'au dramatique Conseil des ministres du 27 mai. L'armée belge venait de capituler. Pendant le Conseil, Paul Reynaud me fit passer une note sur laquelle il avait crayonné « Où en êtes-vous avec l'évacuation de l'or ?» C'était la preuve que le président du Conseil était au courant et qu'il m'avait laissé faire. Le 19 mai, le porte-avions Béarn part de Toulon avec 195 tonnes d'or. Il rejoint au large des Açores les croiseurs Jeanne d'Arc et Émile Bertin, partis de Brest le 21 mai avec 210 tonnes d'or. Les 3 navires atteignent Halifax au Canada le 1er juin. L'or est remis aux autorités canadiennes. Seul l'Émile Bertin repart pour Brest. Ce croiseur est le bateau militaire le plus rapide au monde, avec une vitesse de pointe de 40 nœuds. On le surnomme le lévrier des mers. Cela ne sera pas négligeable, car le temps presse. Les nouvelles du front sont catastrophiques. C'est là que l'aventure humaine commence, parce qu'on a eu beaucoup de chance, on a eu des hommes qui ont fait face à des situations extrêmement complexes. Quand on regarde les événements tels qu'ils se sont passés, à de multiples reprises, toutes les opérations restant à faire auraient pu échouer. Ils sont 5 salariés de la Banque de France lancés dans l'aventure de l'évacuation de l'or. René Gontier, Édouard de Catteau, Gaston Lacroix, Félix Stiau et Charles Moreton, 49 ans à l'époque. Il s'occupera du transport vers les États-Unis et le Maroc d'une partie de l'or de la Banque de France. Il a été choisi pour sa force de caractère. Le 28 mai 1940, Moreton se rend au port du Verdon en Aquitaine avec pour mission d'acheminer de l'or jusqu'à Casablanca dans des conditions rocambolesques. Nous arrivons au port le 28 mai à 11 h. 2 douaniers très intrigués par notre remue-ménage à proximité d'un navire de guerre nous pressent de questions pour savoir ce que nous embarquons. À bout de patience, je leur déclare que j'embarque de l'or, ce qui n'était un mystère pour personne. Votre autorisation n'est pas en règle, vous ne chargerez pas. Et ils se mettent en travers, revolver sorti, pour nous empêcher de passer. Je fais signe au lieutenant de vaisseau qui s'amusait de la scène. Il envoie 2 solides lascars qui ceinturent les douaniers et les enferment. Enfin chargé, le 30 mai, le paquebot Ville d'Oran, transformé en navire auxiliaire de la marine, transporte 212 tonnes d'or vers Casablanca. Le président Roosevelt avait marqué ses inquiétudes au sujet de l'or français qu'il souhaitait voir entreposé aux États-Unis. Arrivé à Casablanca, Moreton supervise le transbordement de l'or du Ville d'Oran vers le croiseur de la Navy, l'USS Vincennes, chargé de convoyer l'or pour New York. Au même moment, d'âpres négociations opposent Français et Américains. Morgenthau, le secrétaire américain aux finances, entendait garder notre or aux États-Unis et nous remettre des dollars en contrepartie. C'était inacceptable. Après nous avoir appauvris, les Américains pourraient financer leur propre guerre avec notre or. Ils ignoraient la philanthropie. Le 5 juin, Paul Reynaud téléphona à l'ambassadeur pour lui dire que nous ne remettrions pas d'autre or aux bateaux américains. L'avance des divisions allemandes est suivie avec angoisse. Très vite, la Wehrmacht n'est plus qu'à quelques jours de marche des ports français de l'Atlantique. Le 11 juin, l'Émile Bertin repart de Brest avec à son bord 255 tonnes d'or. C'est le plus gros transfert réalisé par un seul bateau. À terre, l'ordre est donné d'évacuer en toute urgence les 750 dernières tonnes d'or entreposées au fort du Porzic afin de les acheminer au port de Brest. Cela représente 16 200 caisses et sacoches. Un véritable travail de titan dans un laps de temps très court. Après l'encerclement des Alliés à Dunkerque, l'armée française est littéralement pulvérisée par l'ennemi. À la mi-juin,
l'Allemagne a gagné. Ses troupes pénètrent dans Paris et traversent la Seine. C'est là qu'un deuxième agent de la Banque de France entre en scène. Félix Stiau, 50 ans à l'époque. Il va diriger plusieurs convois et revenir en France le 30 juillet 1940. Il sera arrêté pour avoir quitté le pays après le 18 juin. Il est remis en liberté grâce à l'intervention d'un dirigeant de la Banque de France. 150 marins de la DCA ainsi que 150 hommes de corvée furent mis à ma disposition pour assurer les déchargements. Les différents trains, au fur et à mesure des arrivées, étaient dirigés sur l'arsenal et les colis débarqués, rechargés sur des camions et transportés au fort du Porzic à 7 km. C'est dans les alvéoles qu'ont été stockées les centaines de tonnes d'or déchargées du train. Ce fort est occupé par la DCA, la défense contre-avions, et c'est à la défense contre-avions que l'on confie donc la mission, la corvée, d'évacuer l'or et de le rapatrier sur les bateaux. On confie cette mission à un lieutenant de vaisseau, le lieutenant de vaisseau Biggenwald, et c'est lui qui va se débrouiller pour trouver les camions, pour trouver les hommes, pour trouver l'essence, pour trouver tous les moyens logistiques qui vont lui permettre de mener à bien cette mission. Évacuation en urgence. On envoie quelqu'un du secrétariat général, Gontier, pour superviser l'embarquement. René Gontier, 41 ans à l'époque. Fidèle de la Banque de France, il y fera toute sa carrière. Il protégera l'or en Afrique noire et au Maghreb. En définitive, vous vous trouvez avec deux opérations. Il faut sortir l'or du fort pour l'emmener au port, et au port, il faut l'embarquer sur les navires. Donc Stiau est chargé du transport vers le port et Gontier du port vers les navires. Et ça se passe dans des conditions extrêmement difficiles. Les divisions de la Wehrmacht, commandées par le général Hoth, sont à 400 km de Brest. Et la Luftwaffe bombarde déjà la rade. À 16h, nous recevons un télégramme de l'amirauté. Nous commençons le chargement immédiatement. Je reviens à l'arsenal. On travaille jusqu'à 23h. Le danger se précisant, les sorties se poursuivirent sans arrêt, de plus en plus vite, souvent sous le bombardement et le feu des mitrailleuses des avions allemands. Le chargement est effectué avec 6 camions, 1500 kilos en tout. Je demande des camions à l'amiral, il n'en a pas. J'insiste. À ce rythme-là, il faudra 8 jours pour charger. Chaque voiture était convoyée par un garde mobile. Les camions réquisitionnés étaient insuffisants en nombre et en tonnage pour permettre un embarquement rapide. Heureusement, 11 grands camions de 5 à 6 tonnes abandonnés par l'armée anglaise ont été récupérés et remis rapidement en ordre de marche. Sans ces camions anglais, il eût été impossible de terminer à temps les embarquements. Nous sommes au cœur de Brest, dans l'arsenal, sur la Pinfeld. Il ne reste aujourd'hui plus beaucoup de vestiges de l'année 1940, quelques-uns tout de même, comme le support de la grande grue, grue aujourd'hui démantelée, le quai qui se trouve derrière moi, où était amarrée la ville d'Alger, l'un des bateaux qui a évacué le stock d'or le 18 juin 1940, et la prison de Pontagnoux, ce bâtiment sinistre là-haut, où se trouvaient enfermés un certain nombre de marins, punis pour des raisons disciplinaires et que l'on a réquisitionnés pour qu'ils participent à la corvée de chargement et de déchargement des camions d'or. Le ville d'Alger est prêt à embarquer, mais les camions n'arrivent pas. Je retourne au Porzic. Dépression générale provoquée par le message du maréchal Pétain. Coup de tonnerre. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce la capitulation de la France. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Les journaux des communications des bateaux sont contradictoires. Les informations données par la TSF précédemment sont fausses en ce qui concerne la soi-disant déclaration du maréchal Pétain. La guerre continue à outrance.
conformément aux ordres de l'amiral Darlan. Les opérations de guerre doivent être poursuivies avec la plus grande énergie. Ce 17 juin 1940, suite aux injonctions de l'amiral Darlan, les ordres du maréchal Pétain ne sont donc exécutés ni par les militaires, ni par le personnel de la Banque de France, institution privée. On porte l'effort sur le El Jezaïr. On va tenter de faire un seul convoi en travaillant sans arrêt. Des alertes empêchent l'embarquement qui n'est terminé qu'à 4 heures mardi matin. 203 tonnes. Je suis bloqué 2 heures sur le navire par les alertes. Chute de mines et tir de DCA. Alors il faut imaginer l'ambiance. Le 18 juin 1940, il y a 75 bateaux à faire appareiller. Les équipages qui courent entre les magasins et les bords pour récupérer du combustible, des rechanges, des vivres, des alertes aériennes à plusieurs reprises. Les places à quai sont donc chères. Étant donné le retrait imprévu des gardes mobiles, gendarmes ou maîtres qui convoyaient les camions, des marins volontaires se mirent au volant des camions anglais. Les hommes auraient pu flancher sous l'effet de l'énervement et de la fatigue. D'autant que nous avons dû opérer souvent dans des conditions dangereuses, sous le feu des avions ennemis et même de notre propre DCA. Dans la tension générale, les agences Thiot et Gontier travaillent en parallèle, l'un au déchargement, l'autre au chargement. Le chargement commence sur le ville d'Alger. Le El Jezaïr quitte le quai. Le El Mansour prend sa place. Alerte avec bombardement. 18 points de chute visibles. Le quai Laninon à 300 mètres de nous et la route où passent les camions sont bombardés. Au port Zik, on active le chargement. Les camions suffisent, mais on manque de porteurs. Je demande à l'amiral d'augmenter l'effectif des hommes. Le chargement doit être fini à 18 heures. Je suis à la préfecture maritime. Dans tous les bureaux, on brûle les archives. Le chargement commence sur le El Mansour. Le 18 juin 1940, à 11 h, le général commandant le quartier général de Rennes téléphone pour avertir qu'une colonne motorisée allemande passe sous ses fenêtres en direction de l'ouest. À peine a-t-il raccroché qu'il est fait prisonnier avec son état-major. À Brest, c'est la panique. Si rien n'arrête les unités allemandes, elles seront là le lendemain matin. À cause des mines et des filets anti-sous-marins, il est impossible de sortir du Goulet en pleine nuit. Les navires doivent donc être en mer avant le coucher du soleil. Les amiraux préviennent les salariés de la banque. À 18 h, tous les navires encore présents dans la base navale devront avoir appareillé. Les autres seront sabordés. Que l'or soit chargé ou pas, la flotte partira. Il reste 7 heures pour descendre du fort du port Zik des centaines de tonnes d'or et les embarquer. Un remorqueur saute sur une mine dans la rade. On charge simultanément le ville d'Alger, le El Mansour et le ville d'Oran. Je vais au port Zik. C'est la pagaille, l'affolement général. Le commandant brûle ses papiers. Les hommes sont énervés. On signale des troupes allemandes proches de Brest. À 14 h, tous les navires de guerre en rade se préparent à appareiller le plus tôt possible. Je suis de retour au quai pour surveiller le chargement du El Mansour et du ville d'Alger. On décide un nouveau poste de chargement sur le El Kantara et on augmente le contingent du ville d'Alger. L'amirauté estime que l'aviation ennemie est en surveillance et redoute un bombardement intensif de la rade et du Goulet. La flotte commence à partir. Les camions arrivent à toute allure sur le quai, déchargent et repartent. Le port Zik prévient qu'il termine le chargement. Le chargement est terminé sur le El Mansour et le El Kantara. Ils reçoivent l'ordre d'appareiller. À 18 h, le commandant du El Mansour écrit « Embarquement de l'or terminé ». C'est la seule et unique fois que le mot « or » est inscrit sur un livre de bord. À 18 h 30, il largue les amarres. Pendant ce temps-là, à l'Orient, le navire auxiliaire Victor Schœlcher embarque l'or belge et polonais confié à la France, soit 6150 caisses. Il se joint à la flotte monumentale qui prend la direction de Dakar. Avec 1100 tonnes, c'est le plus grand convoi d'or de l'histoire.
un potentiel immense vient d'être mis hors de portée de l'envahisseur. Toutefois, une question se pose. À quelle France appartient cet or? À la France du maréchal Pétain ou à celle du général de Gaulle? Le 22 juin 1940, de Gaulle résume la situation. L'armistice accepté par le gouvernement de Bordeaux est une capitulation. Cette capitulation a été signée avant que soient épuisés tous les moyens de résistance. Cette capitulation livre à l'ennemi, qui les emploiera contre nos alliés, nos armes, nos avions, nos navires, notre or. Le cas du chargement d'or du croiseur Émile Bertin va révéler toute la complexité de la situation. Pendant qu'il traverse une fois encore l'Atlantique, la France capitule. L'Émile Bertin va quitter Brest le 11 juin 1940 avec à son bord 254 tonnes d'or, rallie Halifax pour que l'or puisse ensuite partir selon le schéma classique depuis 1939, rallier les États-Unis. Et c'est à partir de là que le problème va se poser. Il arrive à Halifax le 18 juin 1940, le jour même du fameux appel du général de Gaulle. La Grande-Bretagne est désormais l'ennemi de la France du maréchal Pétain. Et l'or ne doit en aucun cas tomber aux mains des Anglais. Ordre est donc donné à l'Émile Bertin de quitter immédiatement Halifax pour les Antilles. Les Anglais sont déjà extrêmement méfiants sur l'issue de la guerre, la place que la France va continuer à tenir dans la guerre. Et l'objectif des Britanniques, puisque derrière les Canadiens, il y a bien sûr les Britanniques, va être de bloquer l'Émile Bertin, de tenter de l'obliger à débarquer cet or, et à partir de là, pendant plusieurs jours, Français et Anglais s'affrontent, succession de menaces, de départ, d'empêcher le départ, etc. Et finalement, l'Émile Bertin est autorisé à quitter Halifax. Dès sa sortie du port canadien, alors qu'il met le cap sur la Martinique, l'Émile Bertin est attendu, puis escorté par 3 croiseurs britanniques. Au bout de quelques heures de présence menaçante, le croiseur français sème les bateaux de guerre anglais. Ces navires avaient-ils l'intention de stopper définitivement l'Émile Bertin? À ce jour, cette question reste sans réponse. Dès que l'or arrive en Martinique, donc le 24 juin 1940, l'amiral Robert le fait débarquer. Il envoie cet or dans un fort qui s'appelle le fort d'Euzé, qui est sur un morne, comme on dit aux Antilles, une colline, dominant Fort-de-France, à 3 km de Fort-de-France. Il est gardé non point par des marins, mais par des militaires, et aussi surveillé, entretenu par M. de Catteau, qui est l'homme de la Banque de France, qui a été envoyé dès le départ sur l'Émile Bertin. Édouard de Catteau, 44 ans à l'époque. Il est entré à la Banque de France à 18 ans comme stagiaire. Parti pour quelques semaines en Martinique, il y restera finalement 5 ans, sans nouvelles de sa famille. Le transport des sacoches n'a donné lieu à aucun incident grave, mais s'est effectué sous des pluies torrentielles et dans des camions découverts. Les bâches n'ont pas toujours protégé les sacoches. Beaucoup d'entre elles en ont pâti. Et donc, M. de Catteau va, dans un premier temps, reconditionner tout ça, avec des difficultés, parce qu'il faut qu'il trouve du bois pour faire des caisses, du fer pour les cercler, le bois vient de Guyane, le fer, faut le trouver aux États-Unis, mais les États-Unis, les communications sont difficiles. Donc, il conditionne, il retravaille cet or, il le surveille en permanence. Je me suis mis à la pesée des caisses. La balance automatique qui m'avait été prêtée se détraquait fréquemment. J'ai dû en chercher une autre. Les PTT ont mis à ma disposition une des balances de colis postaux, qui ne pèse qu'au 10 grammes près. Sous réserve de cette occupation, ma vie s'écoule ici monotone, triste même, puisqu'aucune nouvelle des miens ne m'apporte du réconfort dans ma solitude. Les quelques lettres qu'on a de lui montrent que ça a été très dur pour lui, y compris physiquement, et surtout humainement, parce qu'il est resté coupé de sa famille. Et l'or est resté dans ce fort pendant presque 5 ans et demi. Au début de juillet 1940,
L'or français est donc réparti en 3 endroits du globe. À New York, aux États-Unis d'abord, aux Antilles, en Martinique ensuite, en Afrique, dans le port de Dakar au Sénégal, enfin. Pétain a le pouvoir en métropole et est en train de faire cesser partout le combat. Les regards de la planète sont tournés vers les colonies et à ce moment-là, à un moment ou à un autre, Churchill s'aperçoit que dans les colonies il y a de l'or et que ça va être extrêmement intéressant. L'or devient l'objet de toutes les convoitises de la part des belligérants. Mais légalement, à qui appartient cet or? Bon, la réponse, elle est simple, c'est l'encaisse or de la Banque de France proprement dit. Donc l'or appartient à la Banque de France. Banque de France qui est une entreprise privée, faut pas l'oublier. À Dakar, les 6 navires transportant l'or français, belge et polonais n'ont pas encore déchargé leur cargaison lorsque parvient la nouvelle de l'attaque anglaise sur Mers el-Kébir le 3 juillet 1940. Craignant que l'armistice fasse tomber les navires français aux mains des nazis, la marine britannique vient de bombarder une partie de la flotte française mouillant dans un port près d'Oran en Algérie. Bilan, 1297 morts français et la flotte militaire française locale hors de combat. Suite à Mers el-Kébir, il est décidé de déplacer immédiatement les 1100 tonnes d'or en lieu sûr. On le met un tout petit peu à côté de Dakar, à Thiès. 70 km de Dakar, mais 30 km des plages. L'opération prend 4 jours et ce n'est que le 7 juillet 1940 au soir que le dernier convoi rejoint le camp militaire de Thiès. Il était temps. Le lendemain, le 8 juillet à l'aube, des avions de la Royal Navy survolent la rade de Dakar. Ils veulent notamment mettre la main sur le cuirassé Richelieu, l'un des fleurons de la marine de guerre française. De Gaulle dit dans ses mémoires qu'il a eu du mal à faire comprendre à Churchill que cet or était à lui, de Gaulle, et que de Gaulle consentirait volontiers à en donner une partie, à en verser une partie dans le trésor de guerre britannique, qui serait un trésor commun, mais sur la base de sa décision personnelle à lui, de Gaulle. Dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle écrit que l'or français devait servir à gager seulement les achats que l'Angleterre aurait à faire aux États-Unis pour le compte de la France libre. Tout ce qui peut s'interpréter en termes de souveraineté française, il estime que ça lui revient, et en particulier l'or. Pour de Gaulle, l'or est important politiquement. Je pense que pour Churchill, il est important financièrement. Il a besoin de mettre la main sur tous les avoirs britanniques possibles et d'augmenter ces avoirs par des prises de guerre de façon à être obligé le plus tard possible de supplier les États-Unis de lui faire crédit. Le 23 septembre 1940, soit 2 mois et demi après l'arrivée des bateaux français au Sénégal, 2000 Français libres du général de Gaulle alliés aux forces britanniques tentent de débarquer à Dakar, notamment pour s'emparer des 790 tonnes d'or français, des 250 tonnes d'or belges et des 60 tonnes d'or polonais. Ils se heurtent à l'armée française obéissant à Vichy qui les repousse. L'opération anglo-gaulliste se solde par un échec. Tout le monde se rend compte que dans le fond, une partie de l'objectif, c'était bien d'essayer d'atteindre l'or qui était là. Et donc on se dit, il faut le mettre hors de portée de ceux qui voudraient s'en emparer. Et là, après une étude, on dit, on va le mettre à Kayes. Cette ville du Soudan, aujourd'hui le Mali, est retenue en raison de la ligne de chemin de fer qui la relie à Dakar. L'agent Gontier est chargé du repérage. Nous sommes rentrés lundi dernier, après avoir examiné la possibilité de Bamako et de Kayes. Le gouverneur et le général ont fixé leur choix sur un bâtiment solide situé à l'entrée de Kayes, près de la gare. Après un agrandissement facile et l'obturation des ouvertures, il sera facile à garder par la troupe. Le principal avantage est militaire. Kayes est éloigné de toutes les frontières, maritimes ou terrestres. L'inconvénient est que c'est à 900 km de Dakar.
Il faut 18 heures d'express pour faire ce voyage et il n'y a que 3 trains par semaine. Le téléphone interurbain n'existe pas. La route, difficilement praticable en temps normal, ne l'est plus pendant la saison des pluies. Et à tout point de vue, les ressources sont des plus réduites. L'embarquement de l'or pour Caille se déroule dans l'urgence. Les caisses et les sacs sont chargés dans des trains spéciaux sous la garde de tirailleurs lourdement armés, précédés d'une draisine blindée et survolés par un avion. On organise 3 trains qui emportent l'or à Caisse. Et là, on commence à s'installer. Le dernier train arrive enfin en gare de Caille le 2 octobre 1940. Le déchargement prend plus de 15 jours. Les 1100 tonnes sont transportées dans le bâtiment colonial repéré par l'agent Gontier. Alors c'est là où on commence à faire appel à des gens qu'on va faire venir. On fait venir Lacroix. Inspecteur Gaston Lacroix, 34 ans à l'époque, bardé de diplômes. Il est également capitaine de réserve de l'armée française. Chargé de protéger 1100 tonnes d'or à Dakar puis à Caille, il sera nommé chevalier de la Légion d'honneur après la guerre. Alors l'inspecteur Lacroix, c'est peut-être une des rares exceptions de quelqu'un qui n'avait pas 40 ans. Mais un inspecteur à la Banque de France, il y a un seul principe, taillable et corvéable à merci. Vous voyez, ça vient de loin du Moyen-Âge, mais c'est la règle. Donc on lui a dit d'aller là-bas, il est parti là-bas. Dans tout ça, on ne sait plus très bien si on a tout emporté, s'il n'y a pas eu des pertes en ligne et tout. Et donc, il va y avoir des missions qui vont être envoyées pour vérifier le stock, faire le comptage et tout, constater les pertes. Et c'est là où on constatera, en termes de l'opération, qu'il manque quand même 390 kilos d'or, quand même, par rapport à ce qui était au départ et à l'arrivée. On monte la sécurité du fort, on fait des protections, des fortifications, enfin on met des barbelés, on essaye de protéger le fort. Pendant toute cette période de recomptage, c'est un espèce d'apprentissage de la vie à Caisse. On a dans l'idée qu'on va s'installer là pour garder l'or. Alors une large partie de cet or est gardée finalement par un nombre très limité d'hommes. Il y a une compagnie à peu près qui est cantonnée à Caille, une compagnie c'est environ 150 hommes, mais pour garder l'or qui est stocké dans l'hôtel de la gare, en fait c'est je crois 2 hommes la journée et un piquet la nuit à peine plus important. Les tirailleurs sont des soldats extrêmement attachés à la consigne et je crois que on ne peut pas mieux trouver qu'une unité de tirailleurs sénégalais pour garder une telle fortune. On se dit, bon, bah, maintenant c'est fini, on sait ce qu'on a et tout. Et c'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que les ordres du siège vont être très rapidement d'envoyer de l'or en France métropolitaine. Dès septembre 1940, les nazis ont exigé de mettre la main sur l'or français, bien sûr, mais également sur l'or belge et polonais confiés à la Banque de France juste avant la guerre. Assez vite, Vichy a accepté afin de tenter d'assouplir les conditions d'occupation en France. Mais la Banque de France ne se sent pas liée par l'acceptation de Vichy, et le statut privé de l'institution ralentit les négociations. Devant la menace, de petites quantités de l'or français de Caille sont transportées à Casablanca par mer, puis à Alger par voie terrestre. Finalement, après beaucoup de tergiversations, l'or polonais est conservé et l'or belge sacrifié. Il est convoyé en plusieurs fois par de multiples moyens de transport. En mai 1942, l'acheminement des 4900 caisses d'or belge est terminé. Ces 200 tonnes d'or sont remises au Reich pour le compte de la Belgique. Mais comme attendu, il ne faut pas longtemps pour que les Allemands refondent l'or et l'utilisent pour payer leurs achats d'armement à la Suisse. Tout au long du conflit, les banques suisses blanchiront l'or livré en paiement par l'Allemagne. Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. Isolée, la France de Vichy perd ses colonies. À partir de ce moment-là,
les salariés de la banque vont être coupés du siège et livrés à eux-mêmes. Que devient l'or? Qu'est-ce qui se passe? Comment vont-ils faire pour le protéger? Puisque leur mission, c'est de le garder et de le protéger. Alors, d'une part, il n'y aura plus de mouvement, ça c'est clair, ça ne bouge plus. Deuxièmement, il faut qu'ils prennent une position. Et donc, ils font un mémorandum pour expliquer qu'ils sont les gardiens de l'or, qu'ils n'ont aucune responsabilité sur lui, et donc qu'ils ne peuvent absolument pas donner la moindre autorisation d'y toucher, sans instruction du siège. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, aux Antilles, Churchill veut détruire les avions et les navires français et s'emparer de l'or, comme il a tenté de le faire à Mers el-Kébir et à Dakar. S'il mettait la main sur les 255 tonnes d'or français, Churchill renforcerait les avoirs britanniques et il n'aurait pas à implorer l'Amérique pour obtenir de nouveaux crédits. Roosevelt finit par trancher. Les Caraïbes étant une zone sensible pour les États-Unis, il maintiendra un blocus militaire de la Martinique et de la Guadeloupe afin de s'assurer que l'or et les forces françaises resteront bien à quai. En contrepartie, les Américains leur enverront de la nourriture, car les Antilles françaises ne sont pas autosuffisantes. On se rend compte que tout le monde, dans cette affaire de la Martinique et de la Guadeloupe, avait intérêt à ce que le statu quo ne soit maintenu. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur que l'autre récupère l'argent, l'or, et les bateaux, et les soldats. Donc les Américains ne voulaient surtout pas que les bateaux repartent en métropole. Les Allemands voulaient que les Français, Vichy, exigent que l'or revienne. Les Anglais ne voulaient pas, les Américains. Donc finalement, c'est ce qui a sauvé cet or. C'est que tout le monde s'est neutralisé. La situation change le 15 février 1942, quand les sous-marins allemands attaquent Aruba dans les Caraïbes, cette île américaine riche en pétrole. Les États-Unis suspectent les Français d'aider la marine allemande. Ils soupçonnent notamment les Antilles d'avoir servi de base à l'un de leurs sous-marins. Une pression aux États-Unis de la presse américaine est de dire il faut occuper ces îles, comme ça nous serons sûrs que les Allemands ne traîneront plus dans la région. Premier point. Deuxième point, le retour de Laval au pouvoir. Les Américains prennent ça extrêmement mal et finalement remettent en cause pratiquement immédiatement les accords passés entre l'amiral Robert et les Américains depuis 1940. Le statu quo, petit à petit, s'achemine vers une certaine fin, d'autant plus que Laval commence à craindre que les Américains envahissent la Martinique. Des réponses extrêmement fermes de Pétain et de Laval arrivent pour dire ces bateaux et cet or, vous me les envoyez au fond de l'Atlantique. Les choses s'accélèrent à partir du printemps 1943. Le consul des États-Unis en Fort-de-France repart. Quelle est la conclusion immédiate? L'arrêt de la livraison de toute marchandise, l'arrêt de la livraison d'essence, de mazout pour les bateaux, mais aussi de d'essence pour les voitures. Plus de nourriture. Au début de l'été 1943, les ordres de Vichy sont en passe d'être exécutés. L'amiral Robert saborde le porte-avions Béarn et 4 pétroliers. Le croiseur français Émile Bertin, lui, doit être coulé au large avec l'or. Mais la rébellion gronde. Les Antilles connaissent les heures les plus sombres de leur histoire. La population est affamée. L'amiral Robert ne contrôle plus rien. Des manifestations dégénèrent en émeutes. Au fort de Say, là où est entreposé l'or, les troupes n'obéissent plus. Et à l'aube du 12 juillet 1943, l'équipage de l'Émile Bertin refuse d'appareiller malgré l'insistance des officiers. Car entre-temps, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord et la situation militaire a changé. L'amiral Robert a pourtant des exigences. Il fait savoir au gouvernement américain qu'il souhaite céder le pouvoir, mais il ne veut pas le céder à des Américains, il veut le céder à des Français. À qui peut-il le céder, sinon à la France libre du général de Gaulle? Il demande l'envoi d'un plénipotentiaire et qui arrivera le 14 juillet, ce sera le ralliement des Antilles à la France libre. Le 26 août 1944, Paris est libéré. Alors que le général de Gaulle descend les Champs-Élysées victorieusement, l'or de la France est intact. 1235 tonnes d'or sont aux États-Unis et au Canada. 390 tonnes se trouvent à Alger et un reliquat à Casablanca. 350 tonnes sont entreposées à Caille
ou en transit à Dakar. Enfin, 255 tonnes attendent en Martinique. L'or va rester dans le fort d'Euzé jusqu'au début de 1946. C'est ça la chose la plus extraordinaire. C'est-à-dire que de nouveau, les gaullistes n'ont pas pu en profiter, n'ont pas pu le récupérer. 254 tonnes d'or, 12 milliards de francs en 1940, 10% des réserves totales de l'or de France. L'or revient sur le Montcalm et donc tout ça arrive au port de Cherbourg en début 1946 pour être chargé sur un train gardé, un train blindé, un train d'une trentaine de wagons. L'or est chargé sur le train, arrive à la gare de Batignolles à Paris, puis rejoint cette fameuse pièce de la souterraine et on peut dire que la boucle est bouclée, mais pratiquement 6 ans plus tard. Après la guerre, la France prendra sur son stock pour indemniser la Belgique. L'or polonais, lui, sera rendu à ses propriétaires. Sur les 2500 tonnes d'or de la France, il manque 5 ans plus tard 395 kilos. C'est peu au regard des multiples dangers affrontés. Chargement, transport par air, terre, mer, débâcle, bombardement ennemi, débarquement, sous-marin, aller et retour politique. L'or rapatrié servira à la reconstruction de la France. Il permettra de faire la soudure pendant plus de 2 ans, jusqu'en 1948, date de la mise en place du plan Marshall. On en avait besoin pour reconstruire le pays. Parce qu'on oublie ça, on dit le plan Marshall, mais le plan Marshall c'est 48 quand même. La fin de la guerre, c'était pas 48. Donc il y a eu quelques années où il a fallu financer soi-même. Et là, l'or a joué son rôle complètement. En pleine débâcle, entre défaites militaires, vacances du pouvoir politique et désorganisation administrative, l'or de la France a été sauvé. Ce sont d'abord des procédures prévues et rodées par la Banque de France qui l'ont arraché des griffes des nazis dans l'immédiate avant-guerre et dans les premiers mois du conflit. Ce sont ensuite les initiatives personnelles, les compétences professionnelles et le courage individuel de quelques hommes qui l'ont préservé pendant les 4 ans d'hostilité. Sans l'inspecteur Lacroix et les agents Gontier, Decateau, Moreton et Stiot, et sans le ministre Lamoureux, que serait devenu l'or de la France ? Grâce aux agents zélés de la Banque de France, l'or des réserves a donc été sauvé. Tous, dans les entreprises ou au service de l'État, n'ont pas eu le même désir de préserver les intérêts nationaux. Nous verrons des comportements très contrastés la semaine prochaine dans le documentaire d'Emmanuel Amara sur la ligne de démarcation. C'est cette frontière intérieure que la France a connue durant l'occupation. Elle a vu ses justes et ses traîtres. Bilan donc dans la case du siècle, dimanche prochain à 22 h, sur France 5 bien sûr.